Bonjour à tous, je suis presque très heureux de vous retrouver, presque parce que j'aurais préféré vous avoir devant moi, mais c'est quand même l'occasion de faire un point de situation et de vous donner quelques perspectives à une semaine de la tenue du Digital Fit, donc la nouvelle version adaptée aux circonstances de notre Forum Innovation Défense. Et donc pendant quelques temps, je vais vous retracer un petit peu le bilan de cette agence et vous donner quelques perspectives. Alors, la manière de le faire, j'ai souhaité évidemment innover. Et vous avez à l'écran notre nouvel insigne de tradition qui avait été présenté à la ministre le 8 septembre dernier à Lorient. Je me suis dit que la meilleure manière de présenter l'agence, c'est peut-être de vous expliquer cet insigne et de vous montrer en quoi il reprend les différentes composantes et les différentes missions de l'agence. Alors comme vous le voyez, cet insigne repose sur un bouclier avec une petite subtilité. C'est un bouclier qui est ouvert, qui montre que l'agence est ouverte sur le monde, et ce bouclier symbolise la défense. Défendre, c'est l'une de nos missions, et je reprends les propos de la ministre qu'elle a tenu à Lorient en septembre dernier. Le temps d'avance, c'est une question de survie, et une armée qui innove, c'est une armée qui ne dépose jamais les armes. Ceci pour rappeler simplement les défis auxquels nous sommes confrontés. Rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire une présentation globale de l'agence. On va aller très vite sur les nouveautés et les résultats. Je rappelle néanmoins que notre but, c'est d'éviter la surprise stratégique. Et en ce moment, des surprises stratégiques, il y en a quelques-unes. Qui auraient pu penser il y a un an qu'on serait confiné, qu'on se promènerait avec des masques. Ça aussi, ça fait partie des scénarios et de l'émergence de menaces auxquelles on doit réfléchir et pour lesquelles on doit se préparer. Et puis dans un contexte qui est un contexte particulier où on voit l'émergence de nouveaux acteurs. Je rappelle que ce que vous voyez à l'écran déjà, c'est la constellation de nanosatellites qu'Elon Musk a envoyé dans l'espace vu depuis la Terre. Donc voilà, présence de nouveaux acteurs dans de nouveaux milieux, des nids d'accès, avec également la possibilité de se reposer sur des technologies qui sont à la portée de tous. Ici, vous avez une technologie qui combine images et intelligence artificielle. Je vous la montre simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire en termes de manipulation, par exemple, de l'information, puisque ce que vous avez ici, ce sont des êtres humains qui sont totalement virtuels. Il n'y en a pas un qui existe réellement. Et ça, c'est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que nos adversaires ont accès à ces moyens qui sont aujourd'hui démocratisés, qui sont accessibles pour, le cas échéant, manipuler l'information. Et puis, émergence de ruptures technologiques auxquelles il faut se tenir prêt, puisque certaines de ces ruptures peuvent avoir des conséquences stratégiques. Ce que vous avez à l'écran, c'est un premier prototype d'ordinateur quantique. On pourra parler du quantique, ça fait partie des priorités du ministère et donc de l'agence, et donc je serai très heureux, le cas échéant, de répondre à vos questions sur ce sujet. Donc, nouveau contexte, et je rappelle que dans ce contexte, l'agence est là pour anticiper, pour préparer l'avenir. L'agence qui est située à Balard avec cette antenne que vous connaissez pour beaucoup à l'Innovation Défense Lab en dehors des murs. C'est toujours un service à compétence nationale, mais aujourd'hui, nous fêtons un peu plus que nos 2 ans d'existence, avec toujours une équipe de plus d'une centaine de personnes qui est composée des différentes composantes du ministère, des officiers des armes, des ingénieurs de l'armement, la DGA, le secrétaire général pour l'administration et également des civils, des scientifiques, des entrepreneurs, avec une petite innovation en tant que telle, c'est que nous sommes à 100% de parité au sein de l'agence. Et toujours un budget qui, vous le savez, est porté à 1 milliard d'euros pour l'innovation à compter de 2022. Tout ceci pour faire quoi? Pour tenir 3 missions. Première mission, orienter et conduire l'innovation de défense. J'y reviendrai bien évidemment, c'est une mission principale de l'agence. La seconde mission qui est nouvelle, susciter, capter et accélérer l'innovation qui provient du monde civil au-delà des murs du ministère ou qui provient de l'intérieur du ministère en termes d'innovation participative. Et puis la valoriser, la transférer et surtout la déployer auprès des utilisateurs et des opérationnels qui en ont besoin. Voilà, donc je rappelle simplement ceci pour vous expliquer
et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence aujourd'hui. Ça, c'était cette partie défendre le bouclier dont j'ai parlé. Si je continue mon exploration de notre insigne de tradition, eh bien, vous voyez ce fond bleu avec un certain nombre de globules ou de cellules qui matérialisent une espèce d'écosystème. Alors, ça a été effectivement assez difficile pour le service historique de la Défense de traduire ça en héraldique. Je pense qu'ils n'y sont pas parvenus. Et cet écosystème, ce foisonnement, eh bien, il correspond à notre mission de développement d'un environnement, d'un écosystème, de l'innovation. Alors je peux peut-être repartir de ce que nous avons trouvé, si j'ose dire, au ministère en arrivant. Vous avez cette image qui est d'ailleurs extraite du Forum Innovation Défense qui s'était tenu à la Cité de la Mode et du Design en 2018. En présentiel, et nous avions retracé l'ensemble des dispositifs de soutien à l'innovation. Vous voyez ici apparaître les dispositifs Astrid, les dispositifs rapides, le financement des thèses, les études amont. Et je pense que cette image est intéressante parce qu'elle montre bien que l'innovation et le soutien à l'innovation pouvait être perçu comme une accumulation de dispositifs un petit peu disparates et pour lesquels les innovateurs avaient un problème d'accès. C'est-à-dire qu'un innovateur devait trouver le bon dispositif, identifier les bons interlocuteurs et trouver son chemin dans ce ministère dont vous savez qu'il est parfois complexe d'accès. Nous avons souhaité changer cela en permettant aux innovateurs d'avoir un point d'accès unique. Et ça a été une des actions que nous avons menées ces 2 dernières années, pouvoir développer ce guichet unique, permettant à un innovateur de déposer de la manière la plus simple possible, et j'y reviendrai, son projet, de telle manière à ce qu'il soit traité par nos équipes et que surtout cette charge de travail qui correspond à identifier ou les bons dispositifs, puisque l'intérêt d'avoir une agence, c'est de pouvoir, le cas échéant, combiner ou coupler ces dispositifs, eh bien, elle soit à la charge de nos équipes et non pas à la charge de l'innovateur. Ce guichet unique fonctionne. Vous allez voir dans un instant le nombre de projets qu'il a pu traiter. Bien évidemment, il est perfectible et nous avons des cibles d'efficacité puisque notre objectif, c'est que tout projet qui soit déposé au sein de ce guichet unique puisse être traité négativement ou positivement en moins de 30 jours. Je vais vous donner quelques exemples de projets, puisque finalement, on passe de cette orientation en mode dispositif à une organisation en mode projet. Et ça aussi, ça a été un des travaux principaux de l'agence, c'est de pouvoir se structurer de manière à pouvoir accélérer des projets. Les projets que nous souhaitons accélérer, ils sont de 4 types. Les premiers types de projets, vous les connaissiez sous le nom des études amont. On les appelle aujourd'hui les projets de technologie de défense. Ce sont des projets qui visent à développer les briques technologiques nécessaires pour pouvoir se doter des capacités dont nous aurons besoin à l'aune du besoin militaire prévisible. Donc typiquement, si je prends un exemple, évidemment, le programme du système de combat aérien du futur va nécessiter un certain nombre de maturations de briques technologiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de l'interface homme-machine, des moteurs, des matériaux, des systèmes d'armes. Ces différents systèmes nécessitent donc des études. Ce sont les projets de technologie de défense que nous coordonnons, mais qui sont exécutés par la DGA. Et évidemment, nous avons un dialogue permanent entre l'agence, le service d'architecture du système de défense, donc les architectes, et puis la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées. D'une manière générale d'ailleurs, je rappelle que cette agence, c'est un chef d'orchestre, on ne travaille pas tout seul, on ne centralise pas l'innovation, et le but du jeu, c'est justement d'animer tout cela en coordination avec la DGA et avec les armées. Voilà pour les projets de technologie de défense. Deuxième type de projet que nous souhaitons et que nous devons accompagner et amplifier, les projets d'innovation participative, c'est-à-dire les projets qui viennent des innovateurs du ministère. C'est quelque chose qui fonctionnait. Là encore, ce n'est pas l'agence qui a inventé l'innovation participative. Nous en avons récupéré l'animation et la gestion et nous souhaitons l'amplifier. Donc le budget
pour l'innovation participative a déjà été doublé. Il faut bien comprendre qu'un innovateur au sein du ministère qui soumet un projet, eh bien, le cas échéant, aura accès à l'ensemble des outils que l'agence met à sa disposition, c'est-à-dire que ce qui est au début de l'innovation participative peut bénéficier d'autres instruments, et j'y reviendrai dans un instant. Pour vous donner un exemple, et un exemple de projet d'actualité, voilà un projet qui s'appelle Parafox, qui a été conçu pour permettre de développer un harnais permettant aux chuteurs opérationnels de sauter en toute sécurité avec leur chien. Pour éviter tout traumatisme à l'animal à l'atterrissage. Personnellement, j'aime beaucoup cette image et j'aime beaucoup la tête du chien. Bon, on pourra évidemment vous communiquer, le cas échéant, et si vous le souhaitez, cette vidéo. C'est un projet qui va passer à l'échelle, c'est un projet qui va être déployé opérationnellement dans les armées. Je passe sur le troisième type de projets que nous accélérons, ce qu'on appelle les projets d'accélération d'innovation. Donc ça, c'est effectivement nouveau. Ce sont les projets qui proviennent de l'innovation hors défense, de l'innovation civile. Vous le savez, on ne peut pas avoir une transposition directe d'une innovation civile à une utilisation militaire. Et donc, notre métier, c'est de co-construire avec les opérationnels et les utilisateurs finaux les projets qui nous sont soumis ou que nous allons chercher d'ailleurs, puisque nous avons une cellule de détection et captation hors les murs, dans d'autres communautés. On peut aller visiter des salons de cosmétiques, on peut aller là aussi dans des salons d'électronique grand public. Eh bien, ces innovations, elles sont analysées. Nous avons à la fois une équipe et un lieu qui s'appelle l'Innovation Défense Lab, que d'aucuns ont déjà visité. Alors cette image fait toujours beaucoup de mal parce qu'on se rend compte que 2020 est vraiment une année particulière et qu'on aimerait bien pouvoir se retrouver dans cette situation. Là, il s'agissait d'un appel d'offres sur la protection des bases aériennes. Et vous voyez que cette Innovation Défense Lab, c'est à la fois une équipe qui traite les projets et c'est aussi un lieu où on peut se permettre d'accueillir des extérieurs au ministère, voire des étrangers. C'est fait pour être un lieu d'échange avec la communauté de l'innovation. C'est un lieu qui a bien fonctionné. Il a été inauguré par la ministre en novembre 2018. Depuis, il y a eu plus de 5000 visiteurs. On a organisé plus de 400 événements. Et vous allez le voir, on accompagne, l'Innovation Défense Lab accompagne une quarantaine de projets. C'est un lieu qui est modulaire, avec un certain nombre d'espaces, et notamment, il héberge la fabrique numérique du ministère. Ça signifie qu'on essaye de développer une communauté d'innovation au sein de l'Innovation Défense Lab. Sa singularité, c'est de pouvoir associer, je l'ai dit, le porteur de projet, une équipe avec notamment des officiers spécialistes d'une armée ou d'une discipline et l'utilisateur opérationnel. Ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple que vous connaissez sans doute bien, c'est le projet eFlyco qui vise à développer des foils, donc ces appendices qui permettent aux bateaux de voler sur l'eau, qui sont inspirés du monde civil, donc c'est bien une innovation duale, et de les adapter à l'usage des forces spéciales. Ce qui est extrêmement complexe, puisque vous voyez que ces foils doivent être rétractables pour pouvoir permettre aux embarcations de s'échouer sur les plages, pour pouvoir rentrer dans les bâtiments de projection de commandement, sans gêner la mission des forces spéciales, avec des contraintes opérationnelles extrêmement dures. Et donc c'est là tout l'intérêt du Défense Lab, c'est de pouvoir associer l'utilisateur opérationnel qui va nous faire part de ces contraintes, qui va nous permettre d'adapter là aussi le projet initial et de co-construire avec lui ce que sera in fine l'innovation. Et ce projet, vous en aurez des nouvelles très très bientôt. La ministre d'ailleurs l'a vu à Lorient lors de sa visite. Et puis, si je dis que nous avons beaucoup de projets qui nous parviennent, ça signifie qu'on en élimine beaucoup également. Et ce que vous avez sur ce schéma un petit peu particulier, c'est ce que nous visons, c'est notre objectif, c'est le flux des projets entre le moment où ils nous parviennent, l'idéation, jusqu'au moment où ils sont déployés opérationnellement au profit des utilisateurs. Ça signifie, si on lit ce schéma, qu'à tout instant, chaque année, on estime que l'on devrait avoir de l'ordre de 400 projets au stade de l'idéation pour pouvoir, in fine, en déployer une dizaine. Et ça signifie aussi que, quelque part, l'agence, c'est une machine à dire non, à différentes phases. Il y a évidemment
énormément de projets qui sont éliminés. Ça fait partie du jeu de l'innovation. Accepter le risque et accepter l'échec. Et vous voyez que le taux de sélection est assez important. Et là encore, une innovation civile utilisée dans un contexte militaire, c'est pas quelque chose de direct. Si vous prenez un moteur électrique qui est taillé pour un véhicule sur des autoroutes qui sont bien formées avec une infrastructure, avec des stations de recharge, et que vous essayez de l'employer dans Barkhane avec des homologations de 800 km, 55 degrés de température et aucune station de recharge fixe, vous voyez bien qu'il y a des adaptations à faire. C'est le travail justement de cette équipe et c'est la raison pour laquelle eh bien, le taux de sélection est assez important. Donc voici pour les projets d'accélération de l'innovation. Et puis la dernière chose, ce sont les projets de recherche. La science, vous savez qu'il y a deux catégories de personnes qui se projettent dans le temps long. Ce sont les scientifiques et les militaires. Et donc nous avons cette obligation de pouvoir se projeter, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais de pouvoir continuer à financer de la recherche. Je vous donne un exemple de projet qui aujourd'hui a bénéficié de plusieurs subventions de la part du ministère des Armées. C'est un projet qui avait été présenté et qui aujourd'hui a atteint sa première phase, qui consiste à imprimer de la peau humaine ou du cartilage directement sur le corps du patient, généralement un grand brûlé, par des techniques de fabrication additive que vous voyez à l'écran, avec des encres biologiques. Et ça permet d'économiser énormément de temps et d'éviter beaucoup de risques pendant les phases qui sont actuellement les phases classiques de greffe et de culture cellulaire. Tout se fait en une seule opération dans un bloc opératoire, et ce bloc opératoire automatisé et robotisé est projetable. Donc ça, on en est au stade de la recherche et de la validation de cette recherche, et bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'au développement effectif. Et vous voyez que cette innovation de recherche a certes une utilité militaire, mais va pouvoir également bénéficier à l'ensemble du monde civil. Donc voilà 4 projets, 4 types de projets qui sont susceptibles d'être accélérés par l'agence, en passant de ce mode dispositif à une organisation en mode projet. Si j'en viens sur les chiffres, donc il y a un document qui est téléchargeable sur notre site qui s'appelle le mini-droid, j'y reviendrai. Vous avez les différents chiffres pour 2019. Alors je ne vais pas commenter, puisque vous les avez à l'écran, les chiffres correspondant aux investissements. Et je ne vais pas vous donner non plus les chiffres pour 2020, puisque l'année n'est pas achevée. En revanche, je peux actualiser les chiffres 2019. Donc les projets de technologie de défense, on a dit qu'on en a lancé plus de 100. Aujourd'hui, c'est en réalité plus de 150 projets qui ont été lancés entre 2019 et aujourd'hui avec la DGA. Le guichet unique et les projets que nous avons reçus au niveau de ce guichet unique, eh bien, c'était 525. Nous sommes passés à 3530 projets qui ont été traités, notamment par l'impact de projets liés à la gestion de la crise pandémique. Et là aussi, j'y reviens dans un instant. Sur les... Alors j'ai un petit problème de lunettes pour tout vous dire, parce que mon retour est un peu loin, mais voilà, vous avez 44 projets qui sont aujourd'hui accompagnés par l'innovation Défense Lab, et puis je suis obligé de faire ça. Voilà, 312 startups qui sont identifiées, qui sont et avec lesquelles nous avons eu des échanges. Là aussi, je prends un instant pour vous dire que quand on reçoit une startup, et on en reçoit toutes les semaines, aujourd'hui virtuellement, mais auparavant physiquement, à l'Innovation Défense Lab, ce qu'on appelle le Sitting Startup, on n'est pas dans la mode de faire venir des entrepreneurs, les faire parler 5 minutes et les juger là-dessus. C'est un véritable échange avec un expert technique, avec un personnel de l'agence, avec quelqu'un, un expert qui connaît les business models, et ça prend généralement 1h30. Ça nous permet d'évaluer à la fois la technologie, mais également la maturité du marché, la maturité des utilisateurs qui pourraient bénéficier, et à l'issue, eh bien, on va ou non directement travailler avec cette start-up, ou bien lui dire revenez dans quelques temps lorsque vous aurez maturé cette technologie ou lorsque votre marché sera suffisamment développé. Et puis des études de marché, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà pour cette actualisation des différents chiffres.
Et puis nous avons travaillé à constituer un véritable réseau. Je parlais d'écosystème tout à l'heure, alors l'image est peut-être pas idéale puisque dans tout écosystème il y a un prédateur, là il n'y en a pas, mais un véritable réseau national de l'innovation. Encore une fois, l'agence ne centralise pas l'innovation, nous ne pouvons pas à 100 personnes pouvoir à la fois détecter et accompagner tous les projets qui seraient susceptibles d'être développés, et c'est pour ça que nous nous appuyons sur les pôles innovation de la DGA qui vous sont indiqués ici, les centres d'expérimentation de la DGA, les centres d'expérimentation des armées et l'ensemble des labs. On nous pose souvent la question d'ailleurs, l'innovation défense lab, est-ce que ça remplace les labs d'armée? Non, au contraire, nous nous appuyons sur l'ensemble des labs d'armée pour être nos relais, pour identifier des projets et, le cas échéant, nous leur fournissons des capacités supplémentaires. Les moyens de l'innovation défense lab pour certains projets peuvent être mis à disposition et ça nous permet de pouvoir avoir une démultiplication des effets et constituer ce véritable réseau national de l'innovation qui aujourd'hui est en place. Donc nous travaillons avec le Fusco Lab, le Marine Lab, le Battle Lab Terre, avec Mont-de-Marsan, avec tous les endroits où on fait de l'innovation, de la recherche et de l'expérimentation sur les territoires nationaux. Je reviens un instant, vous avez vu qu'on a traité beaucoup de projets. Je voudrais revenir sur le contexte assez particulier de 2020, et en particulier l'appel à projet que nous avons lancé en mars sur le traitement de la pandémie. Je rappelle que les missions du ministère des Armées, c'est de protéger les Français. Et donc, dans ce contexte-là, il a semblé au ministère légitime de lancer un appel à projet sur tous les moyens, toutes les innovations qui pouvaient permettre de gérer, de lutter contre cette pandémie. Et je rappelle qu'on était dans le contexte de la première vague. Donc nous avons débloqué 10 millions d'euros pour cet appel à projet. Et nous avons fait un appel à projet volontairement très large, en disant qu'on allait financer des innovations dans le monde du numérique, dans le monde de la santé, de la détection, du diagnostic, de la logistique. Et nous pensions recevoir quelques centaines de projets. En fait, en 3 semaines, puisque cet appel à projet a été ouvert pendant 3 semaines, le guichet unique a traité 2580 projets avec un temps moyen de traitement de quelques jours pour dire si c'était accepté ou pas. Et le cas échéant, une passation de marché de l'ordre de 2 ou 3 semaines. Donc c'était quelque chose d'extrêmement rapide, sachant que nous avions des critères très stricts. Les critères, c'était d'avoir une faisabilité technique qui était réelle, d'avoir un impact réel sur la gestion de la pandémie, et puis également d'être compatible avec notre calendrier qui était extrêmement serré. On voulait que les solutions identifiées puissent être réellement utiles dans le cadre de cette pandémie. Et in fine, nous avons retenu 37 projets dans le cas, par exemple, de systèmes de diagnostic, de PCR rapide. On a financé les premières expérimentations sur les tests salivaires, sur les PCR parallèles, c'est-à-dire en 10 minutes, vous avez le résultat, avec des automates. Nous avons financé des choses qui sont beaucoup plus loin du diagnostic, mais qui sont extrêmement utiles. Par exemple, des kits de civière permettant de sécuriser les malades pendant des trajets en hélicoptère sans exposer le personnel embarqué. Et puis des innovations, par exemple, liées à l'intelligence artificielle pour la veille ou pour la gestion d'ailleurs du premier déconfinement. Donc voilà, quelque chose qui se poursuit aujourd'hui. Il y a des projets qui sont achevés, il y a des projets qui continuent à être développés, qui ont des impacts qui, in fine, intéresseront également les armées au-delà de la gestion de la crise actuelle. Mais pour nous, agence, l'impact de cet appel à projet, ça a été de valider nos processus, de montrer que finalement ce guichet unique et notre organisation sous-jacente en plusieurs équipes, et notamment avec une cellule d'achat réactive et créative nous permettant de passer très rapidement des marchés, eh bien ça fonctionnait. Et ça a été ensuite matérialisé dans l'instruction ministérielle de l'innovation de défense, là aussi que vous pouvez retrouver sur notre site, et qui a été signée par la ministre au printemps dernier. Donc finalement, cet appel à projet, c'est, comme on dit dans le monde des banques et dans le monde financier, une espèce de stress test que nous nous sommes infligés pour voir si ce que nous avions imaginé en termes
termes de gestion des flux d'innovation qui parvenaient à l'agence fonctionnaient ou pas. Et force est de constater que, en tout cas, les processus fonctionnent. Et c'est ce que nous avons pérennisé aujourd'hui avec notamment ce guichet unique qui passe par le portail démarche simplifiée du gouvernement et qui nous permet d'être beaucoup plus efficace dans la gestion des dossiers qui nous sont transmis. Donc encore une fois, je rappelle, l'innovateur vient pas nous voir en disant je voudrais faire un projet rapide ou je voudrais faire un financement par tel ou tel instrument de tel ou tel travaux de thèse par exemple. Il vient avec un projet, charge à nous d'identifier le plus rapidement possible les instruments, les instruments de soutien les plus adaptés à sa situation et à la nature du projet. Donc voilà pour cette explication de ce fonds multicellulaire qui représente le développement. Si je remonte les différentes couches de notre insigne, vous avez maintenant la rose des vents. Et la rose des vents, elle symbolise bien évidemment notre mission principale, orienter et piloter l'innovation de défense, encore une fois avec les armées et avec la DGA. Ça avait été matérialisé par un document qui s'appelait le document d'orientation de l'innovation de défense, le DOID, qui avait été publié en 2019 et qui listait déjà un certain nombre de priorités. Donc il y a évidemment la loi de programmation militaire, il y a des priorités, il y a des projets qui existent depuis longtemps. Et puis la ministre a souhaité mettre en avant de nouvelles priorités, l'intelligence artificielle par exemple, qui avait fait l'objet d'une task force et d'un rapport et qui nous a permis ensuite notamment de créer la cellule de coordination de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui existe, est hébergée par l'agence et travaille avec l'ensemble des armées, directions et services, avec, je vous le rappelle, quand même un programme assez ambitieux, hein, puisque c'était 100 millions par an consacrés à l'intelligence artificielle et à l'horizon 2023, le recrutement de 200 experts au ministère des Armées sur le domaine. Donc intelligence artificielle, le cyber, vous avez vu qu'il y a eu également l'inauguration du ComCyber à Rennes, nouveau bâtiment du ComCyber, et puis l'espace, avec récemment la création donc de l'armée de l'air et de l'espace. Et ça, c'était les priorités qui figuraient dans ce DOID, document d'orientation d'innovation de défense. Alors il se trouve que d'abord, DOID, personne n'arrivait à retenir l'acronyme, donc on l'a intitulé de document de référence d'orientation d'innovation de défense, ce qui se prononce droïde et ce qui se retient beaucoup mieux. Ce nouveau document qui a été validé par la ministre en mai, lui aussi est disponible. Il a été publié en septembre lors de la visite de la ministre à Lorient. Il liste nos différentes priorités en termes capacitaires dans l'ensemble des domaines d'innovation que nous coordonnons. Donc par exemple, évidemment, le combat terrestre, l'aéromobilité, et puis de nouveaux domaines d'innovation qui sont apparus, par exemple les armes non cinétiques, laser et armes à énergie dirigée. Donc pour le capacitaire, tout ceci est détaillé dans le document. Et puis émergent de nouvelles priorités. Quand je dis émergent de nouvelles priorités, ça ne signifie pas que le cyber, l'IA ou l'espace, on s'y intéresse plus. Ça signifie que, en plus de ces priorités-là, nous avons, avec les armées et la DGA, souhaité accélérer sur un certain nombre de thématiques. Vous les trouverez, mais c'est par exemple la thématique de l'énergie. C'est la thématique du quantique, dont on voit bien que, au moins sur les aspects qui sont militaires, eh bien, il y a des implications en termes de supériorité opérationnelle et d'autonomie stratégique qui sont conséquentes. Je parle en particulier des capteurs, l'hypervélocité, le fait d'aller au-delà de Mach 6 et d'être manœuvrant à très très haute vitesse dans l'atmosphère, les armes à énergie dirigée, dont les armes laser, et vous avez pu voir que nous sommes en train de procéder à des expérimentations d'un système qui s'appelle LMAP avec la société Silas, et expérimentation qui se déroule extrêmement bien, et pour avoir vu le film, je peux vous dire que c'est assez impressionnant de voir l'efficacité de ce type d'armes. Et puis la lutte anti-drone. D'ailleurs, les deux sujets sont connexes puisque le système LMAP est dédié à la lutte anti-drone. Ce sont parmi les priorités qui figurent dans ce nouveau droïde. Vous les avez qui sont résumés dans un document que, bien évidemment, on est un petit peu taquin, on a appelé ça le mini-droïde, ainsi qu'un rapport d'activité de l'agence qui, lui aussi d'ailleurs, est disponible dans sa version extensible,
accessible, et tout ceci est accessible si vous allez sur le site du ministère dans l'onglet AID pour Agence Innovation Défense. Donc voilà pour cette innovation, ces priorités de Droil. L'innovation ouverte, elle aussi, c'est pas parce qu'elle est ouverte, c'est pas parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde civil qu'on ne peut pas l'orienter. Et j'ai mis ceci juste pour vous rappeler les 10 priorités que nous avions publiées et qui ont été communiquées à l'ensemble des acteurs de l'innovation. Je pense aux incubateurs, je pense aux communautés. Donc on travaille avec la French Tech, on travaille avec Station F, on travaille avec l'ensemble des associations, on travaille avec les pôles de compétitivité, et on leur a donné cette liste en disant voilà, si vous avez des innovations, si vous avez des projets dans le domaine des véhicules autonomes, dans le domaine des interfaces homme-machine ou de la télémédecine, ça nous intéresse en priorité. Ça ne veut pas dire que si vous avez des choses qui sortent de ce cadre-là, ça n'intéresse pas le ministère des Armées, mais sachez que nous avons ces priorités-là qui passent au-dessus des autres et que l'on souhaite accélérer en priorité. Et puis, nous gardons notre capacité de veille et notamment nous essayons d'approfondir un certain nombre de sujets qui nous sont généralement communiqués par les utilisateurs, par les armées ou par les utilisateurs du ministère. Et je vous donne un certain nombre d'exemples, d'études de marché ici qui pourront ou pas donner lieu à des appels à projets et qui nous permettent d'avoir une vision assez précise et sérieuse de l'ensemble des technologies qui peuvent bénéficier aux utilisateurs du ministère. Donc vous voyez que c'est très large. Ça va des outils de travail collaboratifs aux cartouches en polymère. Je peux vous garantir que ce n'est pas les mêmes utilisateurs. Et puis à la lutte anti-drone. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cette lutte anti-drone pour laquelle on a fait une étude assez poussée est passée effectivement comme l'une des priorités de l'orientation de l'innovation de défense. Donc voilà pour cette rose des vents. Et puis je terminerai par notre mascotte ou notre animal fétiche. Alors, il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui ne le reconnaissent pas. Donc, je vous l'annonce, il s'agit d'un lynx. Pourquoi un lynx ? Eh bien, parce que dans la mythologie, le lynx est un animal mythique qui voit plus loin, qui perce le brouillard. Alors, vous savez que tous les militaires aiment bien Clausewitz, donc je veux dire percer le brouillard de la guerre, mais c'était vraiment l'idée de se dire on a une obligation d'anticipation, on a une obligation de percevoir et d'identifier les menaces. Pourquoi ? Pour pouvoir arriver à préparer les innovations. Et vous savez que la recherche, c'est généralement le temps long. Donc typiquement, voilà, se projeter dans le temps long fait partie des missions. On a parlé des tests tout à l'heure, on a parlé des travaux de recherche qui sont conduits par des laboratoires du CNRS, par exemple, puisqu'on a signé un accord récemment, un accord cadre avec le CNRS, comme on en a signé un avec l'INRIA, comme on a un partenaire également avec l'Agence nationale pour la recherche. Et donc typiquement, voilà, quand on travaille sur la guérison des brûlures par des plasmas froids, eh bien, ce sont des choses qui sont aujourd'hui au stade très expérimental, qui nécessitent un financement, et le ministère des Armées est actif pour ce financement. Ce que vous avez à l'écran, c'est un autre exemple de système qui aujourd'hui est au stade de la recherche expérimentale, même si des expériences assez poussées commencent à avoir lieu. C'est un gravimètre à atomes froids qui vous permet de naviguer notamment sans GPS, et donc on travaille avec l'ONERA notamment pour pouvoir développer ce système. Et puis je vous parlais tout à l'heure de l'appel à projet Covid. On se rend compte que ce financement de la recherche, il est absolument nécessaire, et finalement il est directement utile à la fois pour le développement des sociétés et pour le développement des technologies. Ce que vous avez à l'écran, c'est un appareil à PCR rapide, c'est un automate qui a été développé par la société Before-Cure. Cette société a candidaté à l'appel à projet, a remporté le financement d'un projet qui s'appelle No More Cov, qui d'ailleurs a été présenté à la ministre pendant le premier confinement. Cette société-là, pour pouvoir maturer cette technologie, en fait, elle avait été
été bénéficiaire de 2 subventions Astrid. Elle avait obtenu une subvention rapide. Ça lui a permis de maturer sa technologie. Et aujourd'hui, elle a répondu avec une technologie qu'elle maîtrise complètement. Donc c'est vraiment très utile de maintenir cet effort de recherche et de soutien par le ministère des Armées de la Recherche pour pouvoir se projeter dans le temps long et ensuite obtenir des résultats tels que ceux-ci. Et puis, se projeter dans le temps long, c'est aussi créer les champions de l'innovation de défense de demain. Alors, je ne vais pas anticiper trop sur le forum innovation défense, puisque vous verrez qu'il y a des sujets, et j'y viendrai en conclusion, qui aborderont cette thématique-là. Mais nous nous sommes posé la question, et nous la sommes posée dès la création de l'agence, comment pouvons-nous aider à faire émerger des technologies, et en particulier des technologies duales d'intérêt civil et militaire. Quel soutien pouvons-nous apporter à ces entreprises qui innovent? Et on s'est rendu compte, ce que vous avez à l'écran, c'est les différentes phases de financement, qu'il y a une phase sur laquelle il y a un risque. C'est la phase où les entreprises sont déjà développées sur un marché primaire, cherchent à devenir des ETI, cherchent à lever des fonds, typiquement une centaine de millions ou 150 millions d'euros, et là ont du mal à trouver des fonds, d'une part, et quand ils les trouvent, c'est généralement des fonds qui ne sont pas en France. Et donc, d'où l'idée de se dire, est-ce que l'on pourrait intervenir à ce stade-là? Est-ce qu'on pourrait soutenir ces innovateurs, ces gens qui développent des technologies dont on sait qu'on aura besoin, les matériaux, dans le cadre des matériaux, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du quantique, par exemple, en restant minoritaire, mais en finançant de telle manière d'abord à pouvoir co-investir avec d'autres fonds et d'autres fonds français, et puis aussi de pouvoir derrière encourager et financer une diversification vers le monde de la défense. D'où l'annonce qui a été faite là aussi le 8 septembre de la création d'un fonds pour l'innovation de défense. Ce fonds innovation de défense sera là aussi un sujet du forum innovation défense de la semaine prochaine. C'est un fonds de 200 millions d'euros dans un premier temps. Et ce fonds de 200 millions d'euros financé par le ministère des Armées a vocation à co-investir, à prendre des tickets avec d'autres fonds qui sont aujourd'hui d'ailleurs contactés et prennent part à cette initiative. Là aussi, des annonces seront faites la semaine prochaine sur l'existence et la création de ce fonds innovation défense. Vous voyez que c'est quelque chose qui a été pensé, imaginé avant la crise sanitaire, donc on n'est pas là sur quelque chose de réactif, on a été vraiment proactif et ça fait à peu près 1 an et demi que nous travaillons et discutons avec les différents acteurs, à la fois pour préciser la thèse d'investissement et puis pour monter ce nouveau fonds. Et puis, dernière chose, se projeter, voir plus loin, c'est imaginer au-delà et c'est imaginer finalement de manière différente. Je vais simplement sortir un peu de la conférence de presse traditionnelle pour vous donner un exemple. Je vais vous laisser le temps de lire cette phrase sans vous dire qui l'a écrite et sans vous dire quand elle a écrite. Elle a été écrite, pardon. Et vous allez vous rendre compte assez vite que la personne qui l'a écrite avait prévu Internet, avait prévu les smartphones d'une manière assez saisissante. Alors, généralement, quand je demande qui a écrit cette phrase, on me dit c'est peut-être... Jules Verne, non, mais c'est peut-être un innovateur dans les années 50. En fait, ce mystérieux auteur, c'est Tesla. Et cette phrase a été écrite en 1926. Donc, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait même pas de téléphonie au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui un Tesla, on sait faire comme lui? Est-ce qu'on sait imaginer en dehors du cadre? Et force est de constater qu'on est tellement saturé de technologie qu'on a beaucoup de mal à penser différemment et à faire de la prospective différente. Or, ça fait partie de nos missions, pouvoir éviter la surprise stratégique, pouvoir se projeter au-delà.
Il y a des gens qui n'ont pas ces barrières et vous le savez puisque c'est un sujet qu'on a abondamment abordé, cette catégorie de personnes, ce sont les auteurs, ce sont les dessinateurs de science-fiction. D'où cette initiative qui consiste à se dire, mais finalement, on peut les utiliser non pas pour imaginer les armes de demain, ça n'a pas de sens, mais pour nous aider à nous projeter dans des futurs à l'horizon 2060, à l'horizon 2080, et puis ensuite revenir en arrière pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, le cas échéant, et si on trouve cela pertinent, pour pouvoir se préparer aux différents scénarios que ces auteurs auront imaginés. Donc oui, effectivement, nous allons travailler avec des auteurs de science-fiction. Nous avions lancé des consultations et je pourrais vous en dire plus si vous avez des questions sur le sujet. Mais la semaine prochaine sera officiellement lancé ce que nous appelons et là aussi je pourrais vous expliquer pourquoi, la Red Team. Et je vous propose maintenant de voir un petit film qui va vous alimenter sur ce que pourra être cette initiative. Voilà, donc on va revenir sur la présentation. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Bien évidemment, je ne dévoile pas ni les scénarii ni les auteurs. Les premiers résultats de cette phase anticipée de la Red Team vous seront présentés le vendredi 4 décembre après-midi au Forum Innovation Défense, ce qui me donne l'occasion justement de conclure cette présentation par quelques mots sur cet événement qui aura lieu la semaine prochaine. Donc rendez-vous non pas au Forum Innovation Défense, mais au Digital Forum Innovation Défense. Là aussi, on a été extrêmement déçus de devoir se replier sur une diffusion virtuelle. Maintenant, je peux vous assurer que ça devrait être une diffusion de grande qualité. C'est pas parce qu'un événement est virtuel qu'on doit sacrifier sa qualité. Et puis surtout, on va prendre date très rapidement pour un événement en physique l'an prochain. Donc la date est en train d'être calée, mais il y aura bien un forum Innovation Défense en présentiel, puisque là, ce n'est que finalement un avant-goût de ce qu'on voulait vous présenter initialement. Donc ce digital feed, pour lequel les inscriptions sont aujourd'hui ouvertes, aura lieu du 2 au 4 décembre, 2 décembre après-midi au 4 décembre, en ligne avec un portail internet dédié qui permettra de suivre l'ensemble des activités qui vont être tournées à l'Innovation Défense Lab, qui pour l'occasion va être transformé en studio de télévision avec des tables rondes. Nous avons prévu un peu plus de 8 heures de contenu qui seront diffusés en live. Chaque table ronde va pouvoir voir également des projets innovants. Donc on a essayé de faire quelque chose qui dans son format soit assez attractif. On évite la table ronde classique et puis on essaye de montrer, c'est pour ça que vous avez cette petite espace à gauche qui permettra de montrer, de faire un certain nombre de démonstrations pendant les tables rondes. Vous avez plus de 30 intervenants qui vont se succéder. Et je peux vous en montrer déjà le programme, des tables rondes sur des sujets variés. Le forum sera d'abord ouvert par le discours inaugural de la ministre. Et puis ensuite, on enchaînera tout de suite sur une table ronde qui s'intitule « Gagner le combat de demain ». La journée du jeudi, vous avez quatre événements qui s'enchaînent. Un sur les technologies de rupture, un qui revient sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la lutte contre le Covid et qui ouvre à l'ensemble des actions qui ont été entreprises par le ministère des Armées. J'ai parlé de l'énergie tout à l'heure comme nouvelle priorité, vous aurez une table ronde sur le sujet. Et puis l'innovation, c'est pas que des systèmes, des armes, etc. C'est aussi du numérique, et donc gagner la bataille du numérique, ça sera ou de la transformation, pardon, des usages numériques, sinon, ça sera la dernière table ronde de la journée. La journée du 4 décembre sera particulière puisque nous aurons la présence physique de la ministre des Armées dans le studio, avec une première table ronde qui sera ouverte en fait par un discours qui sera réalisé par un explorateur. J'en dis pas plus, mais je vous engage à regarder cette présentation d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde avec des intervenants de très grande qualité, notamment le chef d'état-major des armées, en présence de la ministre qui l'ouvrira.
Ensuite, une table ronde sur l'investissement dans les entreprises stratégiques innovantes. On a parlé du fonds. Il y a d'autres sujets, donc ça permettra de faire un point sur la manière dont ces entreprises sont financées dès lors qu'elles veulent travailler dans le monde de la défense. Et l'après-midi sera, toujours en présence de la ministre, consacré au lancement et au dévoilement à la fois de l'équipe et des premiers résultats et premiers scénarios de la Red Team. Voilà, donc je conclus par là cette présentation. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Bien évidemment, je suis maintenant disposé à répondre à l'ensemble de vos questions. Bonjour Emmanuel Kiva. Juste une précision sur le financement du fonds Definov qui va être annoncé donc assez rapidement sur le forum défense. Ce financement de 200 millions vient du budget PEA de 1 milliard, c'est ça? Enfin, qui PEA, sera du 144, 144, effectivement. voilà. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'était une précision. D'accord. Et donc, juste pour préciser, pour continuer cette conversation sur ce fonds, mais est-ce que ça ne vient pas télescoper des programmes Ah non, pardon. Des programmes Invest existants, d'accord. ou alors d'autres programmes qui devaient être financés par ce fonds, enfin en tout cas par le programme 144? Alors, petite précision, Definov était un nom de code qui était ce qu'on avait, ce que nous avions utilisé pendant la phase de construction. Il ne s'appellera pas Definov, et c'est la ministre qui vous donnera le nom définitif et tous ces éléments-là. En ce qui concerne la question, la loi de programmation militaire nous permet effectivement de passer de 730 millions d'euros à 1 milliard d'euros pour le soutien à l'innovation. Et on dit souvent qu'on ne fait pas ça pour faire comme avant avec plus d'argent. Donc effectivement, il y a une partie de cet effort supplémentaire qui est consacrée aux nouvelles formes de soutien à l'innovation. Le financement des entreprises duales innovantes en fait partie. Et donc, évidemment, il y a des arbitrages à faire. Mais c'était prévu. Quand la ministre a annoncé qu'on augmentait ce soutien à l'innovation, elle avait également en tête le fait de dire on va faire des choses différentes, on va imaginer de nouveaux moyens de soutien à l'innovation. Definov en fait partie. Et effectivement, c'est pas parce qu'on fait, vous voyez, je dis Definov en plus. Ce fonds en fait partie, et c'est pas parce que on fait cet effort supplémentaire que ça vient empiéter sur les projets de technologie de défense. Maintenant, c'est toute la subtilité de l'orientation qui est faite. C'est la raison pour laquelle cette orientation, elle est concertée, elle est élaborée pendant plusieurs mois, à la fois avec le SASD, je l'ai dit, avec l'état-major des armées, avec les différents sous-chefs plans. Vous savez que dans le comité de pilotage de l'innovation de défense, qui est présidé par le délégué général pour l'armement, vous avez les sous-chefs plans des différentes armées, le sous-chef plan de l'état-major des armées, et puis un certain nombre d'autres organismes. Et ça nous permet justement d'avoir cette vision commune et partagée, et cet arbitrage commun qui nous permet de ne pas sacrifier des projets au titre de nouvelles initiatives qu'on pourrait imaginer. Donc tout ceci est bien concerté, et donc une partie de cet effort supplémentaire est dédiée justement à ces nouveaux outils. Oui, Anne Boer, Les Échos, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'un flux de 400 projets par an pour aboutir à 15-20 projets finaux. Ça, c'est le but à fin 2021, ou Oui. est-ce que vous y êtes déjà? Enfin, est-ce que vous pouvez dire un peu plus là sur ce processus et éventuellement donner quelques projets qui vous paraissent les plus prometteurs d'aujourd'hui? Alors, sur cette ambition-là, en termes de projet au stade de l'idéation, on a largement dépassé cet objectif, puisque on était plus de 3500 projets soumis et non pas 400. Évidemment, il y a un effet conjoncturel qui est lié à la crise et à la gestion de la pandémie, mais si on enlève les différents projets, on voit qu'on est à peu près à la hauteur de l'ambition. Là où c'est
toujours plus compliqué, c'est entre le moment où ces projets nous sont soumis, derrière leur maturation, leur développement, et puis surtout ce que nous on appelle dans notre jargon le passage à l'échelle, c'est-à-dire le fait où un projet est suffisamment dérisqué, on a suffisamment développé à la fois sa maturité technologique et son utilisation, sa maturité de l'utilisateur final, qu'on est prêt finalement à faire en sorte qu'il quitte cet environnement du programme 144, hein, c'est-à-dire le stade de projet en devenir, pour devenir quelque chose qui équipera réellement les utilisateurs ou les forces. Et donc aujourd'hui, on a quelques projets, on n'est pas encore à cette ambition-là. On a des projets qui sont susceptibles de passer à l'échelle. On en fait en ce moment même d'ailleurs la liste et la revue avec les différentes armées. Je vous ai montré quelques-uns, Parafox ou d'autres projets. Par exemple, on a des projets sur la gestion de la pression des pneus dans les blindés, ce genre de choses-là. Ces différents projets-là vont passer à l'échelle. S'ils ne sont pas au nombre de 15 ou 20, c'est pas forcément parce qu'ils sont pas intéressants, c'est aussi parce que on a besoin de trouver un moyen de les intégrer ensuite, soit dans des programmes d'armement, soit dans un programme d'équipement. Donc ça prend plus de temps et ça se fait en concertation évidemment avec la DGA et les armées. Mais effectivement, oui, on a. Je pense que cette ambition est raisonnable. Cette année, il n'y en aura pas 15 ou 20 qui passeront à l'échelle, mais je pense que d'ici cette ordre de grandeur-là est atteignable en 2021 ou 2022. En tout cas, on s'y emploie. Et juste une question supplémentaire sur vous, l'Agence d'innovation et de la défense. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? Quelle autonomie vous avez? Est-ce que, si je résume un peu brutalement en disant je suis un grand groupe Safran ou Thales, je vais frapper aux équipes innovation de la DGA et voilà, lesquelles vont surtout pas vous parler. Je suis un petit groupe, je viens frapper chez vous, ou une petite PME, je viens plutôt frapper chez vous, et après c'est la guerre, ou au contraire on arrive à s'entendre plus tard. Est-ce que c'est un résumé un peu brutal, ou C'est un résumé extrêmement où est-ce qu'on brutal. en est là? Non, on n'en est pas là. On en était là au début, hein. C'est pour ça qu'on crée de nouvelles entités et que à la fois la DGA, les armées et le ministère se transforment. Donc, je l'avais dit au début, mais je suis peut-être passé un petit peu vite. Chez la DGA qui ne voulait pas vous les donner quelque part. Je ne peux pas parler pour la DGA, moi je parle pour l'agence. Donc, d'abord pour répondre à la question, donc j'ai dit à peu près une centaine de personnes. Alors pourquoi je dis à peu près une centaine? D'abord parce que on continue à recruter, première chose, et puis parce qu'il y a quelques subtilités. Je vous donne un exemple. Les managers d'études amont qui sont dans les unités de management de la direction des opérations de la DGA sont aujourd'hui organiquement rattachés à l'agence, même si fonctionnellement, ils restent dans la direction des opérations. Ça nous permet de travailler de manière extrêmement intégrée avec les directions des opérations, de la même manière que nous avons chez nous des experts techniques, des responsables d'innovation qui, organiquement, dépendent de la direction technique. Quand je disais la DGA se transforme, justement, cette agence est une des parties et une des composantes de la transformation de la DGA. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on travaille tout à fait main dans la main avec l'ensemble des directions de la DGA. Moi, je suis membre du COMEX DGA. On se voit toutes les semaines, on échange et on travaille ensemble. Donc, il n'y a pas de guerre. Il y a d'ailleurs pas de guerre non plus avec les armées. Vous savez qu'il y a une autre transformation de la DGA qui était à la convergence entre les services d'architecture des systèmes de défense et puis la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées. Et nous travaillons avec les deux là aussi. Concernant la question sur les grands groupes et les PME, oui, on pourrait avoir l'impression que quand on est un grand groupe, finalement, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une agence? En fait, on travaille avec les grands groupes, ils viennent nous voir, tout simplement parce qu'un grand groupe, il ne fait pas tout seul. D'abord, on peut leur financer des projets de recherche, on peut leur financer également des projets de technologie de défense, et ils vont s'appuyer sur un certain nombre de compétences externes. Je pense aux PME, je pense aux startups, je pense qu'il y a vraiment eu un changement de mentalité des grands groupes qui, aujourd'hui, ont très bien compris que l'innovation pouvait être générée
en dehors de leur mur. Mais généralement, quand une PME vient nous voir et qu'on finance une innovation, c'est une brique technologique. Et cette brique technologique, en soi, elle est utile, mais elle doit être intégrée derrière dans un programme, dans un système. Vous ne mettez pas n'importe quoi dans un Rafale. Et donc derrière, nous, on a besoin des grands groupes. On a besoin qu'ils soient notre caution. On a besoin de travailler avec eux. C'est ce qu'on fait de telle manière à pouvoir qu'ils puissent jouer leur rôle de systémier et qu'ils puissent nous assurer que l'innovation technologique que nous soutenons, elle sera utilisable dans un contexte extrêmement exigeant qui est celui du contexte militaire. Donc facialement, même si on a l'impression que les gros contrats c'est pour les grands groupes et puis le reste, les PME financées en direct, c'est un autre monde. En fait, quand on finance un projet de technologie de défense pour un grand groupe, on finance les PME qui sont derrière. On le sait, on le voit, d'abord parce qu'on discute avec à la fois les groupes et on discute avec le SIDEF, parce que nous travaillons avec le service d'intelligence économique et des affaires industrielles, le SDUE de la DGA, qui nous permet d'avoir cette vision-là, et puis parce que tout le monde aujourd'hui est aligné vers cette position de se dire cette innovation, elle est partagée avec toute la chaîne des PME. Donc peut-être que c'était une situation qu'on donnait l'impression que cette situation préexistait. Je peux vous assurer aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, nous nouons également des partenariats avec les syndicats professionnels. Nous avons signé un accord avec le JICAT. Nous avons signé un accord également avec le JICAN. Et nous allons prochainement signer un accord avec le JIFAS pour être au contact de l'ensemble des filières. Okay. Bonjour, Olivier Berger de La Voix du Nord et du Bloc Défense Global. Je m'intéresse au domaine spatial. Quels sont les enjeux d'innovation perçus dans ce domaine par l'agence, notamment avec la création et la montée en puissance du commandement de l'espace et la création de l'armée de l'air et de l'espace? Absolument. D'ailleurs, on a fait une intéressante table ronde avec le général Friedling sur le commandement de l'espace qui a été diffusé hier lors du Paris Air Forum. Voilà. Les enjeux, c'est comme moi j'aime bien la phrase d'ouverture de la ministre lorsqu'elle a fait son discours à Lyon-Montverdun, c'est l'espace ne doit pas devenir un nouveau Far West. Donc déjà il y a cet aspect-là, il y a l'aspect de sauvegarde de nos actifs dans l'espace, en particulier lorsqu'on est en orbite géostationnaire. Et donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont pour priorité de sécuriser nos capacités spatiales. Vous savez qu'on travaille sur des satellites patrouilleurs, des nanosatellites patrouilleurs qui permettront d'assurer l'intégrité de nos actifs. Donc il y a le durcissement de nos capacités dans l'espace, il y a la protection dans l'espace, il y a la surveillance de l'espace depuis l'espace ou depuis la Terre. Il y a l'intégration des nouvelles capacités qui sont permises par le New Space, les nouveaux acteurs. J'ai montré tout à l'heure la constellation des nanosatellites que Elon Musk a envoyé en orbite. Tout ceci, aujourd'hui, montre qu'il y a chez des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels du domaine, des capacités en termes de miniaturisation, en termes d'autonomie, en termes d'énergie, qui sont extrêmement intéressantes, en termes d'observation ou d'intelligence artificielle embarquée, qui sont extrêmement intéressantes et qui sont des enjeux majeurs pour nous. D'ailleurs, ce soutien des priorités dans le domaine de la stratégie spatiale, il se fait par le financement de projets de technologie de défense. Lors de la table ronde, on avait parlé du démonstrateur Yoda, justement, pour ses capacités de protection de nos actifs dans l'espace, mais également par le financement soit de sociétés, soit de projets d'accélération d'innovation. Nous étions avec la ministre chez Earth Cube, qui est devenu Preligence, qui vient de boucler un tour de table qui, lui, a été amendé par le fonds Definvest et par ACE Management, qui permet de développer des capacités d'utilisation d'intelligence artificielle pour du renseignement satellitaire d'origine image ou d'origine électromagnétique. Donc typiquement, c'est une société qui ne faisait pas partie de notre environnement naturel et qui aujourd'hui prend une place importante dans le domaine. Je peux parler également de la société Unseen Labs qui, la semaine
dernière, vendredi dernier, a lancé 2 satellites supplémentaires, puisqu'elle est en train de mettre en place une constellation permettant de surveiller le trafic maritime, donc avec une veille depuis l'espace. Tout ceci, ce sont de nouveaux acteurs qui nous permettent aujourd'hui d'assurer à la fois les missions de surveillance de nos actifs dans l'espace, mais également de surveillance depuis l'espace et d'appui, évidemment, de pérennisation de l'appui aux opérations depuis l'espace. Et puis, cette filière-là, on voit bien que les applications spatiales sont des applications par essence duales. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir développer un certain nombre de capacités utilisables par le monde civil. Ça, historiquement, ça a toujours été le cas. Dans le programme spatial américain, on voit bien toutes les retombées aujourd'hui. Et bien, cette tendance, évidemment, continue, même si elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que pour la première fois depuis longtemps, il y a également le monde civil qui nous permet de tirer les capacités militaires dans l'espace. Je vous parlais également d'armes à énergie dirigée et de communication. Voilà, tout ceci sont des choses sur lesquelles nous travaillons et qui font partie des priorités lorsque l'on réalise l'orientation d'innovation de défense. Bonjour, merci de prendre ma question. Vadim Rubinstein, Business Insider France. J'aurais aimé savoir quels sont les projets qui sont le plus avancés à l'heure actuelle au sein de l'agence. Oula, je vais avoir du mal comme ça à vous le dire, puisque vous avez une nombre de projets entre les 150 projets qu'on a lancés avec la DGA, c'est ceux qu'on a lancés, parce qu'il y a ceux qui sont en cours, ceux qui vont aboutir. C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Peut-être. Bien ceux qui vous paraissent les plus prometteurs, voilà, pour prendre la suite de ma consoeur Anne Bauer. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Bien ceux qui vous paraissent les plus prometteurs à l'heure actuelle pour prendre la suite de ma consoeur Anne Bauer. Écoutez, en innovation participative, on les voit assez bien. Il y a des sujets autour de communication, par exemple, qui s'appelle P3TS. Le projet eFlyco, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là aussi, qui est un projet d'accélération d'innovation, est quelque chose qui nous semble extrêmement prometteur. Il y a des projets dans le cadre du programme MMT. Le programme MMT, c'est un programme qui s'appelle Man Machine Teaming, qui a été lancé en mars 2018 avec Thales et Dassault, et qui associe d'ailleurs un certain nombre de startups au développement de capacités permettant d'interagir avec le cockpit du futur du prochain système de combat aérien du futur. Et dans ce domaine-là, il y a des projets qui sont extrêmement prometteurs. Dans le domaine, par exemple, de l'estimation de la charge mentale du pilote, ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles, qui nous permettent de faire de la neurocognition, c'est-à-dire de s'assurer que l'opérateur d'un système complexe n'est pas surchargé d'informations et de pouvoir en tout cas le prévoir et adapter son interaction avec la machine. De débruitage, par exemple, de bruit dans le cockpit, ça c'est un autre exemple. Nous avons des projets, évidemment ça fait un peu éventail à Prévert, mais je vous dis ce qui me frappe. Vous avez des projets par exemple sur la génération d'hydrogène, à la fois pour des piles à combustible pour le fantassin ou le Comoitan, mais également permettant de faire voler des drones et de projeter des stations de génération d'hydrogène en opération. Vous avez des projets qui sont liés à l'intelligence artificielle, par exemple dans le contexte du projet Artemis, avec des applications et des use cases dans le domaine du renseignement. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Si vous le souhaitez, on pourra vous faire une petite liste d'une petite dizaine de projets et qu'on vous diffusera, qui sont ceux qui pourraient être considérés comme des projets phares. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va redonner la parole à Madame Bauer. Bon, Vincent, il a mis sa question sur le blog, donc je pense que c'est le plus simple. Donc, je pourrais vous la lire si vous voulez. Mais sinon, non, je demandais pour Definov, quelle est la différence vous avez dit que c'était pour le stade où on est un peu mature. Donc, ça veut dire que Definvest, ils ont le droit de prendre 8 millions maximum, et Definov, ce sera des tickets de 20, 30, 40 millions. Enfin, c'est quoi l'idée? Alors, d'abord, il y a la règle dite de diversification qui nous empêche d'engager plus de 10% du montant total du fonds lorsque vous participez à un tour de table. Donc ça signifie que le ticket maximum de Definov dans sa forme de 100 millions d'euros, ça sera 20 millions d'euros. Ce qui est déjà suffisant pour être...
Voilà. Maintenant, Definvest et Definov ont des thèses d'innovation, des thèses d'investissement qui sont vraiment différentes, qui sont complémentaires d'ailleurs. J'en profite pour le signaler. Et je vais arrêter de dire Definov. C'est votre faute. Hein, c'est vous qui avez reparlé de Definov. Donc, ce fonds pour l'innovation de défense et Definvest, je disais, sont complémentaires. Definvest, il est là pour prendre des participations dans des sociétés qui sont critiques pour la base industrielle et technologique de défense. Critique ne veut pas forcément dire innovant. Hein, ça peut être des sociétés qui ont un savoir-faire qu'on veut absolument préserver parce qu'ils seront utiles pour, par exemple, la réalisation de tel ou tel système d'armes. Le fonds Innovation Défense, lui, effectivement, bon, on ne s'interdit pas hein, d'investir au même stade que Definvest, mais on est vraiment centré sur l'innovation, on est vraiment centré sur la dualité avec un certain nombre de priorités technologiques. Et surtout, on investit dans des sociétés qui ont fait la preuve, puisque c'est la dualité qui nous intéresse, de leur modèle sur leur marché primaire. On s'est rendu compte que si on investit trop tôt dans une société, on est toxique. C'est-à-dire que on va faire en sorte de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise sur des projets qui sont des projets militaires, qui est un environnement qui est un peu compliqué, avec des contraintes à l'export, avec des régulations importantes, avec des cycles qui sont longs, avec des contraintes d'utilisation qui sont importantes. Alors c'est sans doute passionnant pour les équipes d'ingénierie, mais en fait, on se rend compte que c'est faire prendre beaucoup de risques à la société. C'est pour ça que le fonds Innovation Défense va cibler des sociétés qui sont déjà matures et ont déjà un marché primaire automobile, numérique ou autre sur lequel ils ont fait leurs preuves et pourra investir d'ailleurs soit en prenant le relais de Definvest, soit en complément de Definvest, si une société est à la fois innovante et critique pour la base industrielle et technologique de défense. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Si je prends votre exemple, oui. Pour reprendre Earthcube qui vient de changer de nom, je sais pas quoi. Preligence. Ils ont un marché, ils ont trouvé des clients, donc ils auraient pu. Aujourd'hui, ils ont eu un petit coup de pouce de Definvest. Bon, tout le monde se précipite pour les financer, donc c'est pas très grave. Mais demain, c'est Definvest ou c'est Definov? Toujours pas Definov. C'est demain. Non, mais alors c'est un exemple un peu particulier. C'est intéressant de multiplier les fonds. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un grand fonds, quoi, avec un peu de profondeur, plutôt que. Alors c'est une question qu'on nous a beaucoup. C'est une question qui vaut. Alors déjà, bon, 200 millions, c'est un bon début. On va pas forcément s'arrêter à 200 millions. On va peut-être ouvrir justement pour qu'il y ait d'autres contributeurs. Mais d'abord, on multiplie des fonds. Nous, on a deux fonds. Il y en a un qui a vraiment une thèse d'investissement qui est très centrée sur l'innovation, et l'autre qui a une thèse d'investissement qui est véritablement différente et complémentaire. Un grand fonds qui investirait dans tout ce qui concerne la défense, moi j'y crois assez peu. Ça va être compliqué de pouvoir faire l'instruction de ces dossiers-là. Ça va être peu lisible du marché. Alors que là, justement, le fait pour le Fonds Innovation Défense de pouvoir cibler des technologies duales, et c'est d'ailleurs pour cela peut-être que Preligence n'est pas un modèle, donc je rappelle Preligence, nouveau nom d'Earthcube. Aujourd'hui, ils sont plutôt exclusivement militaires. Donc je disais, nous on cible des sociétés qui ont fait leurs preuves sur un marché hors défense. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous voyez que les thèses sont vraiment différentes. Pour des questions de lisibilité, on s'est posé la question. Hein. On s'est véritablement posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un grand fonds d'investissement dans la défense? Et en ayant consulté à la fois le monde financier, le monde du capital risque, le monde du capital développement, et puis en regardant nos objectifs, on s'est rendu compte qu'il valait mieux avoir des fonds complémentaires qui attirent des partenaires complémentaires. Typiquement, dans le cadre des nouveaux fonds qui sont annoncés dans le contexte du plan de relance, eh bien, un fonds de soutien à la filière aéronautique ou automobile va plutôt investir aux côtés du fonds Innovation Défense, alors qu'un grand groupe typiquement aura plus de facilité à investir dans Definvest à partir du moment, par exemple, où son sous-traitant apparaît comme critique pour la réalisation de ses activités. Donc, on pourrait imaginer un grand fonds. Ça n'a pas été le choix qui a été fait. Maintenant, on est quand même de la même maison. On se voit tout le temps. On se coordonne tous les mois entre les différents comités d'investissement. Il y a des gouvernances croisées. Moi, je fais partie du comité d'investissement de Definvest. Et évidemment, il y aura une représentation
du service S2IE, donc Intelligence économique et affaires industrielles, dans le comité d'investissement du Fonds d'innovation défense. Donc le risque est assez... le risque qu'on avait évoqué de dispersion ou autre, finalement, on mutualise beaucoup de choses parce qu'on est un seul ministère des Armées. Par contre, on est très clair et très lisible dans les différentes thèses d'investissement. Ok, alors je vais vous lire la question de Vincent, parce que sinon il ne va pas pouvoir la poser. Donc, quelle est la valeur ajoutée du programme RoboPEX avec le RoboMule Probot, 2 millions d'euros de budget, alors que l'armée de terre a déjà testé le Thémis du groupe estonien Milrem en opération? Oui, Donc, oui, non, j'ai bien la question. Alors, effectivement, Milrem, le robot Thémis a été testé en opération. Il s'agissait de tester le robot Thémis en opération. Le sujet de RoboPEX, c'est pas ça. Le sujet de RoboPEX, c'est quel est l'apport d'un robot lourd, donc de plus de je sais plus, c'est plus de 150 kilos, voilà, dans un contexte d'opération réelle. Est-ce que c'est utile ou pas? Donc, il ne s'agit pas de tester un robot et de dire oui, tiens, ça rend des services, mais quels sont les services que doit rendre un robot mule? Quel doit être le dimensionnement de ce robot? Est-ce que c'est un robot d'une tonne 5? Est-ce que c'est un robot de 500 kilos? J'en sais rien. Et l'armée de terre ne le sait pas. Et donc, c'est l'armée de terre qui nous a demandé d'organiser une expérimentation pour, voir quels sont les usages d'un tel robot, 2, quelles devraient être les caractéristiques d'un tel robot. Et d'ailleurs, peut-être qu'à l'issue de cette opération, cette expérimentation, on va se rendre compte que un robot de 500 kg, c'est pas du tout adapté, et on devrait avoir un robot de 2 tonnes 5 ou de 3 tonnes. Troisièmement, des usages du robot, nous, on en a imaginé en étant dans des bureaux au ministère des Armées, mais le soldat sur le terrain, il va sans doute trouver de nouveaux usages, de nouveaux moyens d'utiliser ces équipements-là, et ça, on peut le voir que si on essaye. Donc il y avait deux choses qu'on pouvait faire. On pouvait faire comme on l'a fait d'ailleurs au Sanzub, à savoir organiser une expérimentation au Sanzub, centre d'expérimentation en zone urbaine, donc simulation du combat urbain, prendre tous les robots du marché et puis regarder, en tout cas tous ceux qui étaient proposés au ministère des Armées, et puis regarder quels étaient leurs apports et les envoyer tous en opération. Et là, on avait quelque chose qui nous coûtait vraiment extrêmement cher. Ou, comme l'a demandé l'armée de terre, dire, voilà, on a un robot, on veut essayer un robot mule, on veut savoir s'il est lourd ou léger, donc on va en prendre un. Voilà les différents critères techniques, qui étaient des critères extrêmement précis, sur lesquels on souhaite que les robots s'alignent. Et derrière, on fait une expérimentation et on regarde à la suite de cette expérimentation. Encore une fois, mais je le répéterai jamais assez, il ne s'agit en aucun cas de préfigurer quel sera le type de robot qui sera intégré dans le programme Scorpion. On fait juste une expérimentation avec des robots qui sont d'ailleurs des robots qui... on pouvait nous proposer n'importe quoi, on pouvait nous proposer des robots de première main ou de seconde main, ça c'était vraiment... Tous les industriels avaient le choix de faire ce qu'ils voulaient. Il se trouve que, à la fois du point de vue des critères techniques, sur lesquels c'était totalement compliant, si j'ose dire, enfin totalement aligné sur nos critères, et sur le critère prix, on a fait le choix de ne pas prendre le robot Thémis, qui est dans le cadre d'un appel à concurrence et d'un marché public où tout est lisible, clair et a été expliqué. Mais encore une fois, il s'agit d'une expérimentation. Et à la suite de cette expérimentation, peut-être que la conclusion sera que oui, le robot de Milrem, c'est sans doute plus adapté que le robot qu'on a choisi. J'en sais rien. Il faut essayer. Et quand on essaye, on fait un compromis entre à la fois les critères techniques, les critères de prix. Donc oui, effectivement, l'armée de terre a testé, et nous avons un partenariat d'ailleurs avec les Estoniens. Donc elle a testé, elle a expérimenté ce robot-là. Ça n'empêche qu'ils ont souhaité également, et nous les soutenons dans cette démarche-là, pouvoir expérimenter justement pour pouvoir spécifier ce que seraient les caractéristiques d'un futur robot mule utilisable en opération.